Jean Lesage et René Lévesque doivent se retourner dans leur tombe parce que ce qu'on voit dans ce projet de loi-là, c'est une vaste opération de destruction, je dirais morceau par morceau, d'Hydro-Québec. La CAQ vise par ce projet de loi-là à déshabiller Hydro-Québec, à déshabiller la régie, à enlever leur indépendance et à les mettre sur les dictats du ministre et du gouvernement. Et on le voit là, c'est clairement d'ouvrir très grande la porte au privé dans l'électricité. Et tout cela dans l'hypocrisie d'un discours qui est trompeur parce que ça n'a rien à voir avec la transition énergétique. Fait que finalement, là, c'est la consécration de la victoire des lobbies de la privatisation d'Hydro-Québec. Martine Ouellette. En fait, il faut savoir, moi, je suis ingénieure mécanique de formation avec une maîtrise en administration des affaires et j'ai travaillé une vingtaine d'années chez Hydro-Québec, principalement avec les grands clients industriels, ce qu'on appelle dans le jargon les 5 mégawatts et plus. J'ai été ministre des Ressources naturelles. J'ai été aussi chef du Bloc québécois, mais maintenant, je suis chef de Climat Québec. Salut Martine, bien content de t'avoir à Point de bascule. Qu'est-ce qui se passe vraiment au Québec avec Hydro-Québec? Moi, je dois avouer, comme une ancienne hydro-québécoise, j'ai mal à l'âme. J'ai mal à l'âme parce qu'on assiste en direct à une vaste opération de dépossession de notre bien commun qui est l'électricité. Et c'est une opération qui a commencé il y a déjà un certain nombre d'années dans la foulée ce qu'on appelle le néolibéralisme, mais je trouve que c'est un très mauvais terme pour parler de dépossession du bien commun, parce que néo, c'est nouveau, puis libéralisme, c'est la liberté. Donc, je trouve que c'est un très mauvais terme qu'on a laissé ces gens-là utiliser. Dans le fond, c'est des siphonneux de fonds publics. C'est ça, le néolibéralisme, c'est de siphonner des fonds publics. Et c'est ce qui se passe actuellement avec Hydro-Québec. On l'a vu particulièrement avec l'éolien qui a commencé avec Lucien Bouchard. Et là, coup sur coup, la sortie de Sebia et la sortie de Fitzgibbon avec le projet de loi, c'est un coup massue, vraiment très important là, dans cette opération-là de dépossession du bien commun qui est notre électricité. On parle du projet de loi 69. Exact. Qu'est-ce qui est important, je dirais même crucial, pour les citoyens de comprendre dans ce projet de loi-là? En fait, c'est un projet de loi qui est extrêmement touffu. C'est un projet de loi qui est écrit pour qu'on ait de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui ressort de ça, mais c'est un projet de loi qui ouvre encore plus grand la porte à la privatisation là où c'était pas possible. Donc, il augmente les forces hydrauliques jusqu'à 100 mégawatts, les barrages qui pourront être privés. Il permet la privatisation de la distribution. Jusqu'à date, la distribution, ce n'était qu'Hydro-Québec et les réseaux municipaux. Les réseaux municipaux, c'est public. Et donc, maintenant, ça ne le dit pas directement, mais il pourra y avoir de la distribution privée. Il enlève les mots « privé », juste les mots à différentes places. Puis après ça, il dit « Hydro-Québec devra accepter de fournir tous les distributeurs ». Tandis qu'avant, dans la loi sur Hydro-Québec, devait fournir juste les réseaux municipaux. Donc, est-ce que les distributeurs Hydro-Québec vont être en concurrence avec des privés? Est-ce que certains privés auront préséance sur les citoyens, sur les résidents? Est-ce qu'on devra payer pour ça? Bien, ça ne le dit pas, mais ça le sous-entend. Donc, c'est vraiment une vaste opération de privatisation et par l'actionnariat. Ça, c'est le tricky trick qui leur permet d'avoir un discours trompeur. Quand Sebia est sorti il y a quelques jours en disant « Hydro-Québec sera maître d'œuvre de l'éolien. Hydro-Québec gérera l'éolien. » Bien, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est à travers de l'actionnariat. Et dans l'actionnariat, bien, il y aura du privé. Et le privé va imposer que cette nouvelle structure-là, qui ne sera pas Hydro-Québec,
qui va être une compagnie ABC ou une société en commandite, donne-y le nom que tu veux, c'est la même affaire, bien, va gérer en fonction du rendement à ses actionnaires et non pas en fonction du bien commun. C'est complètement différent. Oui, parce que, disons-le, être actionnaire signifie pas que tu es propriétaire. Pas du tout. Et ça peut même être un actionnaire minoritaire. Et ce qu'on voit parce qu'on en a, ils ont testé des choses. Dans le dossier éolien des Neiges, ils ont exactement testé cette structure-là. Moi, j'étais au BAP pour me prononcer contre ce projet-là parce qu'il n'y a pas sa raison d'être. Bien, Hydro-Québec était des deux bords de la clôture. Hydro-Québec était du côté du promoteur avec Boralex puis Énergir, puis était du côté de l'acheteur. Ça fait pas de sens, là, être jugé parti, là. Et ce n'était pas Hydro-Québec qui parlait du côté du promoteur, c'était Boralex. Un tout petit mini dans le paysage qui parlait au nom d'Hydro-Québec. Bien, c'est ça qui risque de se passer et c'est Boralex qui mène le bal. Perte de contrôle. Perte de contrôle complètement. Et dans le fond, ils se servent d'Hydro-Québec, du nom d'Hydro-Québec pour l'acceptabilité sociale. Ils se servent du nom d'Hydro-Québec pour aller chercher des fonds à plus bas taux d'intérêt parce que la capacité d'Hydro-Québec est beaucoup plus grande que celle de Boralex, on va se le dire. Ils se servent des fonds d'Hydro-Québec pour ne pas mettre trop d'argent, mais faire beaucoup d'argent. Donc, ils utilisent Hydro-Québec. Revenons à l'histoire de Sabia. On voyait très bien dans les derniers mois que le gouvernement caquiste se faisait carrément rentrer dedans avec toute cette manie ou cette histoire de privatisation, particulièrement au niveau de l'énergie, au niveau d'Hydro-Québec. Là arrive le dépôt du plan 69 de Fitzgibbon. Personne ne sait à quel moment il va arriver, mais on est tous en attente. Il y a une mobilisation citoyenne qui semble naître, et une mobilisation citoyenne qui aurait pu être assez costaude, qui était prévue devant l'Assemblée nationale le jour même du dépôt du projet. Mais voilà que M. Sabia, une semaine avant, fait une sortie et tout s'effoire. La semaine dernière, quand Michael Sabia a sorti son plan sur l'éolien pour Hydro-Québec, il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est une avancée, ce plan-là de Michael Sabia. » Tout ça est organisé avec le gars des vues. La sortie était exactement pour faire baisser la pression et ça a fonctionné pour permettre le dépôt du projet de loi dans une atmosphère plus ouverte au lieu de plus contestataire comme ce que ça l'aurait dû de Fitzgibbon. Ceux qui ont vu une bonne nouvelle dans le plan de Sabia, ils sont tombés dans le panneau parce que Sabia, il maîtrise l'art de la privatisation comme nul autre. Il n'est pas à ses premières armes. Ça a été une stratégie qui a fonctionné, disons-le comme ça. Qui a très bien fonctionné. Et ils ont même osé prétendre, ils ont fait circuler par leurs chroniqueux que tout ça, quand Sabia est sorti, c'était pas attaché avec Fitzgibbon, qui n'était pas au courant. C'était clairement une stratégie pour faire baisser la pression. La pression, elle était très forte. Moi, je la sentais du côté de la Mauricie avec le projet TES Canada, parce qu'aussi, tout ça, là, c'est pour légitimer TES Canada, qui est Power Corporation, on va se le dire, là, qui est un projet d'éolienne. Qui est un projet d'éolienne, mais pas juste d'éolienne, qui est un projet aussi d'hydrogène, pas pantoute vert. On veut produire de l'hydrogène qui est un gaz, en fait, alors que en termes d'impact au niveau de la consommation d'électricité est terrible. Explique-nous un petit peu la mécanique rapidement de ça. Bien, en fait, ils prétendent que ça va permettre de décarboner parce qu'ils font de l'hydrogène à partir de l'eau puis avec l'électricité renouvelable, hydroélectrique. Mais il y a un professeur, le professeur Duncott, qui a fait les calculs. Et si on alimente, puis là, c'est pas de l'hydrogène directement qui sert à chauffer parce qu'ils reforment du gaz. À partir de l'hydrogène, ils rajoutent du CO2 et ils font du méthane. Et là, c'est le méthane qui est du gaz naturel. Là. Donc, tout ça, c'est pour maintenir le réseau de gaz métro au lieu de le fermer. Et si on utilise ce gaz naturel-là réformé à partir de l'hydrogène pour chauffer une maison, on va en chauffer 40 000.
Si on utilise l'électricité directement qui sert pour l'ensemble du processus... Du processus à créer cet hydrogène-là qui va alimenter ces 40 000 maisons-là. Bien, avec une thermopompe, on va en alimenter 666 000. Donc, c'est une perte énergétique incroyable, là, épouvantable. C'est 70 % de perte énergétique dans l'ensemble du processus. Donc, c'est clair que ça ne tient pas la route, toute cette histoire d'hydrogène-là. Fait que dans le projet de Test Canada, ils nous disent pas tout, là. Ils nous disent pas la vérité. Quand Sebia est sorti, puis qui a dit, parce que là, c'est au niveau de l'éolien que ça l'a un peu calmé les gens, bien, Hydro-Québec sera maître d'œuvre. Hydro-Québec va donner les directives. Bien, quand on lit son plan d'une 12aine de pages, bien, c'est pas ça du tout. Premièrement, tout ce qu'on constate, les 350 mégawatts et moins, statu quo, ça continue avec le privé qui nous a coûté des milliards de dollars. On est dans les limbes entre le 350 mégawatts et 1000 mégawatts. Avec le projet de Test Canada de 800 mégawatts, là, on est dans les limbes. Puis 1000 mégawatts et plus, ce serait Hydro-Québec, mais comme actionnaire, en partenariat avec les communautés locales et avec le privé. Le privé dont on a tellement de besoin d'expertise. Mais voyons, Hydro-Québec, là, l'expertise. Puis Hydro-Québec n'a jamais construit ses propres barrages, a toujours donné en sous-traitance. La place du privé dans ça, c'est un sous-traitant. C'est pas un partenaire, c'est pas un actionnaire, il ne doit pas être décisionnel, c'est un sous-traitant. Et pourquoi les communautés locales devraient-elles faire des règlements d'emprunt sur le dos de leurs citoyens dans des projets? Supposément, ils ont besoin de faire ça pour avoir des retours des projets d'éolien. Ben non. Ça peut se faire par simple redevance, sans aucun règlement d'emprunt, puis sans prise de participation. C'est pas vrai, ça. Fait que tout ça, c'est un montage mental pour nous faire accepter de rentrer dans la boîte de l'actionnariat. Et là, je dois avouer que je viens de lire De quoi Total est-elle la somme d'Alain Deneau? Et que c'est exactement par ce biais-là qui ont réussi à privatiser ce qui s'appelait quelque chose comme la compagnie des pétroles français, là, mais qui est finalement devenue Total, qui était publique et qui ont partagé l'actionnariat et tranquillement, ils ont tassé complètement le bien commun et l'intérêt des Français pour faire que de l'enrichissement privé. Puis ça rapporte rien aux citoyens. Donc, les Français se seraient fait déposséder par cette même mécanique-là que Sabia et Fitzgibbon sont en train de mettre en marche. Sont en train de faire. Ça fait déjà un certain temps. Il faut savoir que les Desmarais dictaient à Total quoi faire de 2000 à 2010 et même encore aujourd'hui. Ils étaient, avec les frères, les actionnaires dominants de Total, avec toutes les affrosités qu'ils ont faites partout. Puis on n'ira pas là parce que ça serait trop long, mais partout sur la planète. Et c'est qui est au Québec qui veut la privatisation d'Hydro-Québec depuis qu'Hydro-Québec a été nationalisé? C'est les Desmarais. Et là, quand on regarde les différents joueurs, bien, Michael Sebia, c'est un mercenaire des Desmarais. Il a commencé sa carrière avec la privatisation du CN. Ça leur rapportait rien de bon, ça, aux Canadiens dans ce cas-là, parce que c'est une société d'État du Canada. Il est allé à la Caisse de dépôt et de placement. Il a fait des investissements monstres dans les sables bitumineux, en particulier dans les compagnies des Desmarais, dans Total. Il a, à la Caisse de dépôt et de placement, fait le projet du REM, qui est un fiasco total au niveau des délais, au niveau des coûts, et qui est la privatisation du transport en commun à Montréal. Il est ensuite
fait la Banque d'infrastructure du Canada. Bien, la Banque d'infrastructure du Canada, là, c'est une patente à privatisation. Ils appellent ça des PPP, partenariats public-privé, mais c'est pas du partenariat parce qu'il n'y a jamais rien de privé qui est nationalisé. C'est toujours des affaires publiques qui sont privatisées. Fait que c'est toujours à sens unique. Puis disons-le, les profits sont privatisés, puis les pertes sont socialisées. C'est socialisé, parce qu'ils font ça encore là avec le privé, puis le privé, bien, il ramasse sa cote, puis le public est toujours pris à éponger. Comme dans le REM, bien, même si on fait un fiasco, il y a une garantie du gouvernement d'un rendement. Fait que t'as même qui font des fiascos puis qui perdent de l'argent, c'est qui paye? C'est pas le privé, c'est les contribuables québécois. Et c'est de l'argent qu'on n'a pas pour la santé, pour l'éducation, pour la protection de l'environnement. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que ça va mal. Bien, c'est parce qu'il y a des fuites. Il y a des fuites importantes d'argent. Dans les tuyaux, là, l'argent fuit. Puis fuit vers des compagnies multinationales qui sont déjà richissimes puis qui placent tout leur argent dans les paradis fiscaux. Fait que les gens disent « Ouais, mais ça va revenir en impôt, le développement économique. » Non, ça ne revient pas en impôt. Ça reste là-bas. On n'en reverra jamais la couleur. C'est pas du développement économique, là. C'est de l'accaparement économique. C'est de l'accaparement économique. C'est pas pantoute la même chose, là. Le développement économique, ça doit profiter à l'ensemble de la collectivité. Là, c'est pas le cas, là. Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi après? Il est allé sous-ministre des Finances dans le gouvernement de Justin Trudeau. Parce que tout ça, ça va ensemble, là, hein? Le Parti libéral et les Desmarais, c'est de très longue date. Parti libéral du Canada, Parti libéral du Québec. Et comme sous-ministre des Finances, il a mis en place des subventions pour des projets d'énergie renouvelable comme les éoliens, accessibles au privé. Donc, tout est dans tout. Et donc, les projets qui ne sont pas rentables pantoute, dans certains cas, bien, les Québécois, on va se retrouver à payer de 2, 3, 4 façons différentes ces projets-là. Ça va être extrêmement payant pour ces firmes-là qui vont venir siphonner, comme des sangsues, qui vont venir siphonner nos capitaux à nous. Continuons à regarder les acteurs. Fitzgibbon, c'est un peu une éminence grise. Hein? Je veux dire, en fait, on le connaît bien, il est souvent dans les médias, mais qui est Fitzgibbon? Ce bonhomme-là demeure un peu comme un mystère à travers... Fitzgibbon, c'est clair qu'il est venu faire une job. Il est venu faire une job de bras. Puis il s'en est même pas caché, c'est pour ça que ça ne me gêne pas de le dire. Il dit, moi, je veux passer le projet, mon projet de loi sur Hydro-Québec, là, puis c'est un projet de loi de privatisation. Il a appelé ça un projet de loi pour une gestion responsable des ressources énergétiques. C'est un titre qui est trompeur, qui est même mensonger, c'est pas vrai du tout. C'est un projet de loi de privatisation, de dépossession du bien commun de l'électricité. Et il le dit très clairement, il dit, quand ça va être fait, moi, j'ai plus rien à faire en politique, donc il va aller se trouver une petite fiole en quelque part. C'est clair que pour moi, il est venu faire une job de bras. C'est un peu comme un goon qui va tout fronter, qui n'est pas gêné de le faire, qui a son franc-parler, qui, d'un autre côté, les gens l'apprécient pour ça, mais c'est quand même assez spécial parce que... Il y a une naïveté par rapport à lui, je trouve, en général, dans les médias, là. Puis en fait, il joue beaucoup. Parce que quand il nous parle de son lave-vaisselle à minuit et soir, il sait très bien que ça n'a pas d'impact, là, la vaisselle, sur l'ensemble de la question énergétique. Là. Il fait ça pour faire de la distraction. Il est très habile avec tous les modus operandi des sophistes. Et ce que Fitzgibbon nous a dit à un certain moment donné, comme quoi Hydro n'avait pas les compétences, les moyens, etc., c'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. Et ça a commencé avec Lucien Bouchard. Quand les premiers projets d'éolien se sont faits, le prétexte pour ne pas donner ça à Hydro-Québec, ça a été de dire Hydro-Québec n'a pas l'expertise. Puis, comme je vous dis, la dynamique des fluides, c'est un fluide qui passe soit dans une turbine, de l'eau qui passe dans une turbine, c'est de la dynamique des fluides, comme l'éolien, c'est de l'air qui passe dans une pale. Puis l'éolienne tourne pas mal plus lentement que la turbine. Donc, je veux dire, c'est clair, Hydro-Québec, c'est une des entreprises mondiales qui a une des meilleures expertises dans la dynamique des fluides. Et qui qu'on a vu arriver au Québec qui avait une meilleure expertise qu'Hydro-Québec pour de l'éolien dans la dynamique des fluides? Bien, Gaz Métro. Oh. Puis après ça, EDF. Ah. EDF, bien ça, c'est le nucléaire. Mais il faut savoir que dans ces deux entreprises-là, tu avais indirectement Power Corporation qui est impliqué. Hein? Et donc, ça a commencé la privatisation de l'éolien avec ça. Et là, aujourd'hui, on entend
Fitzgibbon et plusieurs autres, l'Institut économique de Montréal, qui est aussi les Desmarais. Ben, c'est l'organe de propagande de Power Corporation. Madame Desmarais était présidente. C'est ça. Et donc, il dit, oui, mais là, on a tellement de demandes industrielles, Hydro-Québec n'est pas capable de fournir. Pourquoi qu'on a tant de demandes industrielles? C'est parce qu'ils ont fait un rabais de 20 % puis que le prix est tellement bas, c'est le plus bas de la planète. C'est parce que le prix n'est pas assez... Puis ça, ils ne disent pas. C'est parce que le prix industriel n'est pas assez cher. Je ne parle pas du prix résidentiel, là. Je parle de l'industriel. Les autres, ils essaient toujours de tout mêler pour que le domestique, on ait peur puis qu'on ne veuille pas. Non, c'est l'industriel. Et donc, les industriels, là, moi, je les appelle les carnivores de la planète, là, bien, ils s'en viennent tous ici. Parce que c'est ici que c'est le moins cher. Mais voyons donc. C'est drôle, hein? L'espèce de loi du marché pour les prix, ça s'applique au résidentiel, qu'il faut qu'on monte le prix pour qu'ils économisent l'électricité. Mais quand on a trop de demandes au niveau industriel, ça n'a pas à voir avec le prix, on met même des rabais. Là, on n'a pas besoin d'augmenter le prix pour avoir l'équilibre des marchés. Voyons donc, l'électricité industrielle n'est pas assez chère. Et donc là, au lieu d'utiliser notre électricité pour faire de la vraie décarbonation. Puis de la vraie décarbonation, c'est quoi au Québec? C'est de sortir le gaz, qui est du gaz de schiste, qui est l'énergie la plus polluante de la planète, pire que le charbon de notre équation énergétique. Ben non! On se sert de notre électricité pour faire venir des carnivores qui souvent n'ont même pas de valeur ajoutée au Québec. Une électricité verte incroyable, puis qu'on donne à vil prix, puis après ça, on va être obligé de construire pour alimenter ces gens-là. Et on va construire, là, avec le 20 % de rabais, là, je fais des chiffrons, c'est à peu près à 4 cents le kilowattheure. Puis pour pouvoir les alimenter dans le futur, il va falloir construire à 11 cents le kilowattheure. Méchant deal, là. Ça va nous coûter 7 cents le kilowattheure. Les contribuables québécois vont subvention déguisée de 7 cents le kilowattheure pour chaque kilowattheure vendu à ces industries-là. C'est une horreur. Bon, abordons justement le PL 69. Quels sont, d'après toi, les essentiels que les citoyens doivent absolument prendre connaissance? Bien, premièrement, c'est la privatisation. La privatisation de plusieurs façons. L'autoproduction, l'hydraulique, le privé, l'actionnariat, comme on a discuté plus tôt. L'autoproduction au Québec, là, ils essayent de banaliser ça. Donc, que les entreprises puissent produire pour elles-mêmes consommer. C'est un autre, je dirais, coût à Hydro-Québec de privatisation qui est aussi inséré dans le PL 69. Ensuite, ils viennent légitimer l'aberration de l'hydrogène qui n'est pas vert pantoute. Il y a, le ministre se donne une concentration des pouvoirs épouvantable. Donc, à travers son plan de gestion intégrée des ressources, il va pouvoir dicter à Hydro-Québec et à la Régie de l'énergie. Et on le voit que tout le PL 69, la mission d'Hydro-Québec, prend un virage important de développer des ressources énergétiques. C'était pas ça, c'est d'avoir un équilibre là, c'est de développer et de faire du développement économique. Mais développement économique, dans le sens dont eux autres l'entendent, c'est un développement industriel. Mais ce développement industriel-là, il n'est pas nécessairement profitable à la collectivité. Donc, tout ça est attaché et concerté. Soit la privatisation en faisant des projets privés à côté d'Hydro-Québec, ou soit de la privatisation directement par de l'actionnariat, ou la privatisation directement en privatisant des centrales de 100 MW, par exemple, hydrauliques. Puis là, c'est 100, mais qu'est-ce qui dit que dans le futur, ça ne changera pas? Donc, c'est le début de la fin d'Hydro-Québec, mais ça se passe tellement par petites doses. C'est comme le bar ouvert, l'open house pour les grosses multinationales. Disons-le, puis aussi, Fitzgibbon parle souvent de décarbonation. Alors, la décarbonation, c'est quoi? Je veux dire, si on croit que remplacer le pétrole par l'électricité, c'est de la décarbonation pure et simple, c'est beaucoup plus complexe que ça, la décarbonation. Et là, on s'en va, on devrait aller vers une réduction de la demande énergétique. Et là, on semble aller complètement à l'envers et c'est pas une transition énergétique
auquel on assiste actuellement. Là. Il instrumentalise. C'est un discours trompeur. Il instrumentalise la transition énergétique pour faire du vieux développement à tout crin d'extractivisme. C'est de l'extractivisme qui voit avec nos ressources naturelles et c'est ça qu'il est en train de faire. On retourne vraiment en arrière. La décarbonation, ce serait pas compliqué. Sortir le gaz de notre équation énergétique, on a ce qu'il faut. Mais là, il faudrait arrêter d'octroyer des blocs d'électricité à des industriels à des prix qui vont nous coûter une fortune. Je le disais tantôt, là, avec le 20 de rabais, il faut construire à 11 cents. Ça nous coûte 7 cents collectivement. Les contrats d'exportation qui ont été signés par Éric Martel et Sophie Brochu, la dame qui parlait du Dollarama de l'électricité, bien, c'est une belle pyromane pompière parce qu'elle-même, elle a fait le Dollarama de l'électricité parce qu'elle le savait qu'on s'en allait en pénurie avec les signatures de contrats qu'elle signait parce que 3 semaines plus tard, elle sortait un plan, et c'est sûr qu'il était prêt avant là, de la signature. Ils ont signé à 7 cents le kilowattheure et on va devoir construire à 11 cents. Eux autres, ils nous ont dit que c'était profitable parce que ils faisaient ça dans une période de surplus. Dans une période de surplus, on s'en va sur le prix du patrimonial, à peu près 3,5 cents. 7 cents moins 3,5 cents, on fait 3,5 cents de profit. C'est pas tant, mais bon, au moins c'est ça. Mais là, en période de pénurie, on va construire à 11 cents pour vendre à 7 cents. On va perdre 4 cents, on va être dans le rouge à chaque kilowattheure qu'on va vendre. Qu'on va vendre aux États-Unis, il faut résilier ces contrats-là. Et si toutes ces mauvaises décisions-là sont annulées, on a assez d'électricité pour sortir le gaz et même le pétrole de notre équation énergétique en faisant de l'efficacité énergétique. Parce que là, dans son plan de transition, là, il ne parle pas bien d'efficacité énergétique. Lui, là, c'est une vision de développement industriel, c'est une vision de production d'électricité et de démontrer à quel point Hydro-Québec ne pourra pas tout produire pour dire, bien, le privé doit produire à la place d'Hydro-Québec. Donc, toutes des sophismes. Parce que pourquoi produire si on n'en a pas de besoin? Dans une vraie transition énergétique, il faut diminuer nos besoins énergétiques. C'est ça qu'il faut viser. Et quand on dit diminuer nos besoins énergétiques, le résidentiel, là, il faut arrêter de culpabiliser l'individu. La résidentielle, c'est structurel. Tu veux diminuer la consommation électrique d'une résidence, vise les appareils. Change les plaintes électriques pour des thermopompes, vise le chauffe-eau, vise l'isolation, vise les différents appareils électriques, assure-toi qu'ils soient très efficaces. Comment ça se fait qu'on permet encore de vendre des appareils qui ne sont pas efficaces? Ça se réglemente facilement. Donc, il faut arrêter de culpabiliser l'individu avec le lave-vaisselle à minuit, ça n'a pas rapport. On est en train de nous dire que par un développement massif industriel, avec notre électricité pas chère, on est en train de, et d'une part, régler la crise climatique par la décarbonation parce qu'on est en électricité, et en plus, on crée des jobs. Il y a quelque chose de fondamentalement grave dans ces assertions-là parce qu'on accélère la crise planétaire actuelle. C'est de contribuer à la carbonation au lieu d'utiliser notre électricité pour enlever les sources de carbone comme le gaz. Bien, on laisse le gaz, puis c'est tout ce plan-là, là, c'est pour laisser le gaz en place, pour faire venir des nouvelles industries. Et ces industries-là, dans bien des cas, ils ne créent même pas de job. Crypto-monnaie, base de données, ça ne crée même pas de job. Mais même quand ça crée des jobs, là, pensons à Nordvolt. Des cellules de batterie. Ça, c'est comme l'aluminium, hein? Ça nous avait promis mer et monde, puis que ça devait... Mais finalement, là, les emplois là, de Rio Tinto Alcan sont passés de 12 000 à 3 500 emplois. Ils devaient faire de la transformation, il n'y en a jamais eu. Ils ont fait plusieurs essais, mais ils ont tous laissé partir. Fait que la valeur ajoutée pour le Québec, là, il n'y en a pas eu. Parce que la valeur ajoutée est dans la transformation. Et donc, on reste dans une mentalité d'extractivisme. Et la partie de développement qui est la plus payante, on ne la fait pas. C'est comme pour les éoliennes. On fait des pales, on fait des mâts, mais on ne fait pas la nacelle ou ce que l'alternateur. C'est la partie qui a le plus de valeur ajoutée. Ce n'est pas normal. On est dans une mentalité de coloniser et des gens comme Sebia et Fitzgibbon veulent nous garder dans une mentalité de coloniser. Alors, ce qui est important, je pense, que les gens doivent absolument comprendre, c'est que ces gens-là viennent ici avant tout pour profiter de notre ressource. Mais au bout du compte, quand on regarde, on met dans la balance l'accaparement énergétique qui se passe versus les jobs que ça donne,
On est perdant. On est perdant parce que c'est des carnivores. Ces entreprises-là, ils ne consomment pas un petit peu d'électricité, ils en consomment énormément, puis ils ne peuvent pas aller n'importe où sur la planète parce qu'ailleurs, ils n'en ont pas d'électricité à leur vendre ou est tellement chère qu'ils ne veulent pas payer ça. Donc, ils viennent profiter de nous, puis nous, comment ça se fait qu'on ne leur vend pas plus cher que ça? Après ça, on se demande comment ça se fait que nos services publics ne fonctionnent plus bien. Bien, c'est ça. C'est parce que l'argent qu'on devrait investir dans nos services publics, puis l'argent qu'on devrait recevoir en impôts, puis qu'on ne devrait pas donner en milliards à Norvolt. Norvolt, les risques qu'elle prend, elle n'en prend pas de risques. C'est nous autres qui prenons des risques avec elle. Puis le choix des technologies de batterie, ça avance tellement vite. Est-ce que c'est le bon choix technologique? On ne le sait même pas. Donc, j'étais pour dire, ils jouent aux apprentis sorciers. Même pas. Parce qu'ils le savent. Et ils le savent qu'ils viennent s'accaparer l'argent. Et ils font ça avec tous les gouvernements suffisamment complices ou naïfs pour plier les chines. On a, parce que je ne veux pas qu'on regarde juste la partie négative, c'est trop décourageant. On a déjà eu des gouvernements au Québec qui se sont tenus debout. Mais René Lévesque avec Jean Lesage, puis il était deux, parce que René Lévesque, tout seul, n'aurait jamais réussi. René Lévesque avec Jean Lesage, ils ont nationalisé l'électricité. La Shawinigan Water and Power, c'était dans les plus puissants lobbies de l'époque. Ils se sont tenus debout. Puis ils se sont fait tomber dessus, là, ça a chiré dans les journaux. Là. Ils se sont fait dire par la rue Saint-James à Montréal, puis je ne sais pas trop quelle autre, à Toronto, « Hey, vous n'aurez pas une scène, vous ne réussirez jamais, ça va être un échec, votre affaire. » La nationalisation de l'électricité. La nationalisation, parce que vous avez besoin d'argent pour acheter des compagnies. On ne vous en prêtera pas, vous n'aurez pas, vous ne serez pas capable, vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas capable. Jacques Parizeau a dit « Ah oui, check-moi bien aller. » Il est allé à New York, puis le monde de New York, il en a prêté de l'argent parce qu'il savait que c'était un beau projet. Puis on l'a nationalisé, l'électricité. Puis Lise Payette, avec René Lévesque, quand ils ont fait la SAAQ, ben les plus gros lobbies, c'était les assureurs, puis c'était les avocats. Puis on dit non. C'est assez important pour la population, on va le faire pareil. Fait qu'on en a eu des gens en politique qui se tenaient debout devant les lobbies pour le bien commun. C'est possible. Mais il faut qu'aux élections, les citoyens choisissent des gens qui vont travailler pour le bien commun. Puis il faut qu'ils soient avant tout conscients de ces questions-là qui les concernent. C'est ça. Parce que, dans le fond, là, le projet de loi 69, si on revient à ça, là, c'est la grande victoire des lobbies de privatisation de l'électricité. Et donc, les outils de protection du public qu'on s'était donnés sont en train de s'effriter. Ils sont en train de s'effriter complètement. On voit que le gouvernement de la CAQ, depuis son arrivée au pouvoir, a quand même mis à mal à plusieurs reprises et même, je dirais, régulièrement les processus démocratiques. Alors, face à un gouvernement qui agit de telle façon, comment est-ce que les groupes citoyens peuvent s'organiser et qu'est-ce qu'on doit comprendre de la CAQ? Bien, la CAQ, c'est un parti affairiste. C'est un parti qui est au service des lobbies. Il ne s'en cache pas. Voulait privatiser les CPE, voulait privatiser la Société des alcools. Société des alcools du Québec et même Hydro-Québec, ce qu'ils sont en train de faire. La santé. La santé, c'est assez épouvantable là, à quel point le bulldozer aussi de ce côté-là est en train de passer, mais il y avait déjà pas mal d'ouvrages qui avaient été faits, mais ils sont en train de continuer, tellement que même Barrette est content de leur travail, il faut le faire. Donc, il faut comprendre c'est quoi leur agenda. Et une fois qu'on sait qu'ils sont au service des lobbies, bien, il faut arrêter d'espérer qu'ils sont au service du bien commun. Il faut le prendre en considération dans nos analyses. Et là, le problème qu'on a, parce que il n'y a pas juste la CAQ qui est affairiste, on a eu les libéraux avant eux, mais là, il n'y a pas d'opposition. Les oppositions ne sont pas là. Les oppositions sont absentes. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le COVID, là. C'est comme si ça a écrasé les oppositions. Ils n'ont pas su comment faire face à ça, puis ils n'arrivent pas trop à se redresser et de faire leur travail d'opposition. Avant ça, il y avait des oppositions au Parti libéral qui les freinaient dans leur volonté. La CAQ n'est pas freinée. Donc là, les différents groupes environnementalistes, ils se retrouvent un peu là, comme abandonnés au niveau politique. Mais là, il faut qu'ils changent aussi. S'ils continuent dans une attitude dont plusieurs, parce qu'ils se sont fait dire qu'il faut collaborer, etc., ils ont comme acheté ce discours-là,
Ben là, avec un parti comme la CAQ qui est en train de tout bulldozer, le temps est une arme en politique, hein? Ben, ils sont en train de se faire complètement dépasser. Et donc, il faut qu'ils changent de tactique avec un gouvernement qui est aussi agressif. C'est un gouvernement agressif, on va se le dire, là. C'est un gouvernement qui est très agressif contre le bien commun. Et le bien commun, il faut le protéger parce que ça nous appartient. On sent dans les groupes un genre d'opposition, si on peut dire, entre ceux qui veulent vraiment monter au front, ceux qui veulent vraiment prendre le taureau par les cornes, mais aussi des individus qui, de bonne foi, veulent continuer à négocier aussi, de bonne foi, avec ce gouvernement-là. À un moment donné, il faut réaliser que cette approche-là n'est plus probante, ne fonctionne plus. C'est vrai, mais c'est plus profond que ça. Moi, je vais vous donner un exemple de quand j'étais à Au Secours. Quand j'étais à Au Secours, on critiquait, c'était le gouvernement libéral qui était là, de Jean Charest. Et il y avait Thomas Mulcair qui était ministre de l'Environnement. Puis on l'a critiqué sur un dossier, je ne me rappelle plus spécifiquement lequel, mais il n'était pas content. Et donc, on avait droit à 45 000 $ de subvention du ministère de l'Environnement comme Au Secours par année. Et notre deuxième chèque, on ne le recevait pas. On ne le recevait pas, puis on téléphonait au bureau, puis on ne le recevait pas. Puis là, les gens du cabinet, oui, il est sur le bureau du ministre, il est sur le bureau du ministre, il est signé, il est sur le bureau du ministre. On l'a reçu. Vous savez, un chèque, là, les gens ne connaissent pas ça aujourd'hui, là, mais les chèques, c'est bon pour 6 mois. Bien, on l'a reçu au bout de 6 mois, la dernière journée de validité, puis on est obligé d'appeler notre caisse populaire pour qu'elle reste ouverte une demi-heure de plus pour être capable de l'encaisser. Parce que là, M. Mulcair n'était pas content, puis il voulait nous faire du trouble. Puis pour Au Secours, petite organisation, minuscule, pas de local, on n'avait pas de direction générale, on avait une employée à l'époque, ça fait un gros trou, là. Donc, c'est sûr que les différents gouvernements ont utilisé le financement au groupe. Et quand on se retrouve dans les groupes où c'est le directeur ou la directrice générale qui est porte-parole et qui prend les décisions d'action, bien, il y a un salaire en jeu. Il faut se le dire, là. Il y a un salaire en jeu. Et ils risquent de perdre leur subvention. Ils font quoi? Donc, c'est de l'intimidation, c'est de la pression de la part des gouvernements. Et il y a ça qui rentre en ligne de compte. Et c'est jamais dit directement, mais les groupes, ils le savent. Ils le savent que ça risque d'arriver. Donc ça, c'est sûr que ça vient jouer aussi dans la stratégie des différents groupes. En terminant, pour monsieur et madame tout le monde, le citoyen ordinaire qui prend connaissance de ce processus de dépossession-là qui se passe actuellement, quelle est, lui, sa force? Comment est-ce qu'il peut vraiment s'opposer à un tel processus? C'est sûr que ça a de l'air gros, mais je le dis souvent, le pouvoir citoyen, il est plus fort que le pouvoir de l'argent, tellement plus fort que quand j'étais ministre des Ressources naturelles. Il y a une étude qui a été commandée à une grosse firme de consultantes internationale, les McKinsey de ce monde, là, qui arrivait pour les minières mondiales. C'est quoi le plus grand risque des minières mondiales? Le cours des métaux, puis on sait que ça change beaucoup. Non. C'est-tu le fait que dans l'exploration, finalement, ils ne trouvent pas les coûts d'exploration? Puis non. Ce sont les populations locales. Parce que le pouvoir des populations locales de faire déraper ou de bloquer un projet, c'est réel. Mais ces grosses corporations-là ne veulent pas qu'on le sache. Fait que c'est un secret qui est trop bien gardé. Le pouvoir citoyen, il est beaucoup plus fort. Moi, j'ai fait plusieurs batailles citoyennes actuellement avec Climat Québec, que ce soit contre des déchets toxiques à Blainville, que ce soit contre les éoliennes et l'hydrogène pas vert pantoute en Mauricie. Et les citoyens sont présents à leurs conseils municipaux. C'est fou ce que des conseils municipaux qui décideraient, parce qu'on ne l'a pas vu encore, mais qui décideraient de se tenir debout, ce que ça peut faire comme différence. Et de plus en plus, il y a des élus municipaux qui se réunissent à travers 20 d'élus, justement pour dire, ben non, ça n'a pas de bon sens de signer des ententes de confidentialité, ça n'a pas de bon sens des si petites distances des éoliennes, ça a un impact sur les gens, sur les terres agricoles. On veut garder nos terres agricoles pour nourrir la population qui pose des questions, qui se font compter des bobards, soit par leur mairie, soit par même des employés municipaux, mais
mais qui poussent la machine. Et il y en a des pouvoirs de décision à la base. Fait qu'il faut utiliser les pouvoirs qui sont le plus proches de nos actions. Donc, ça fait une grande différence. Il faut l'utiliser, ce pouvoir citoyen-là, et tous les moyens sont bons. Présence au conseil municipal, aller faire des entrevues, les médias sociaux, des conférences. Ils s'organisent des conférences, les citoyens, là, même pas payés par les municipalités, qui ne mettent pas une scène pour que les citoyens soient informés. C'est fou, là, qu'ils les aident pas. Ils louent des salles communautaires, des églises. Il y a 200, 250, 300, jusqu'à 400 personnes quasiment à Saint-Tite la dernière fois. C'est se tenir debout pour le bien commun face aux intérêts de la cupidité. C'est ça qui est le plus difficile. Et la force des lobbies depuis 20-25 ans, c'est la faiblesse des élus devant eux. Ce n'est que ça. Fait que les élus, s'ils se tiennent debout avec l'appui de la population, moi je vous le dis, on va gagner. Les gens viennent s'informer. C'est beau à voir. Et l'intelligence citoyenne, là, malgré des fois ce qu'on en entend là, à travers les médias, l'intelligence citoyenne, elle est là. Mais il faut l'utiliser. Et ça aussi, ça prend du courage parce que les citoyens dans leur village, ça fait de la division. Il y a tellement de désinformation sur ces différents projets-là. Mais moi, j'ai espoir en cette intelligence citoyenne-là à plusieurs conseillers municipaux qui s'impliquent de la bonne façon pour le bien commun. Il semble y avoir une reprise de volonté de se prendre en main, de reprendre le contrôle sur notre territoire. Et c'est possible de le faire. C'est possible. Et nous, avec plusieurs, des environnementalistes, des indépendantistes, quand on a décidé de fonder Climat Québec, c'était exactement pour ça, parce qu'on regardait au niveau provincial les différents partis politiques qui sont là, puis pour y avoir été pendant plusieurs années, ils n'ont pas le courage de faire face aux lobbies. Et c'est possible de se tenir debout devant les lobbies. Oui, ça brasse un peu, mais on ne s'en va pas en politique pour une belle-mère tranquille, c'est pas vrai. Il faut faire face à ça et c'est normal que ça brasse. Et il ne faut pas s'en offusquer, il faut accepter de déranger. Puis quand on dérange ces gros lobbies-là, puis qui ne sont pas contents, c'est parce qu'on est en train de réussir. Martine Ouellette, super entrevue. Merci beaucoup.